Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. En titre ce soir, plus que quelques heures avant le démarrage de la première édition de Gabon 9 provinces, c'est le lundi 7 août que cette grande manifestation culturelle débute. Un programme alléchant qui vaut le déplacement dans ce journal. Justement, nous aurons le privilège d'avoir quelques images. Et puis, vous verrez que depuis plusieurs jours, les stations de bus longue distance sont bondées dès les premières heures de la matinée. Pour cause, les habitants redoutent des violences dans le pays lors des célébrations générales qui débuteront mardi, nous le verrons. Usain Bolt, c'est sûr, restera dans les annales comme un champion hors norme ayant révolutionné le sprint et l'athlétisme, bien qu'ayant cédé hier sa place à Justin Gatlin pour son grand au revoir. Voilà pour les titres. Bonsoir et bon confort d'écoute. Plus que quelques heures, le Gabon met en avant sa culture qui sera célébrée et exposée à partir de lundi 7 août à travers l'événement dénommé Gabon 9 provinces. À quelques heures du lancement, les organisateurs se disent prêts. Uriel Abaga, Efrain Dongo pour le compte rendu. Ce dimanche, organisateurs et exposants réglaient les derniers détails quelques heures avant le lancement ce lundi 7 août de l'événement culturel dénommé Gabon 9 provinces au jardin botanique de Libreville qui abritera l'exposition permanente durant cette célébration de la richesse et du savoir-faire du pays. Des peintres, des écrivains, des chercheurs et artisans de diverses disciplines s'occupaient à disposer leurs stands. Présent sur les lieux, le ministre d'État en charge de la culture et des arts ainsi que le comité d'organisation ont rappelé quelques grandes lignes de la manifestation. Il y aura une exposition permanente sous la grande tente du jardin botanique. Chaque province reçoit une affectation d'un espace avec ses artistes, son artisanat local, son artisanat, comment il évolue. Et donc tout ça sera présenté. Les artisans vont exposer leurs œuvres et vendre. Il y aura aussi de la vente. Nous allons donner des conférences province par province. Ça permettra aux Gabonais de connaître chacun sa province, l'histoire, la géographie, les potentialités économiques. Selon les organisateurs, tout est fin prêt pour la tenue de Gabon 9 provinces. Nous sommes prêts, tous les services provinciaux sont déjà là. Ils sont venus, les chefs de service sont là avec les artisans. Il y a de l'engouement. Nous sommes en train d'installer, d'harmoniser les stands. Il y a eu de l'engouement, tout le monde, les artisans sont venus de l'intérieur du pays, ils sont là. Il y en a qui sont qu'on a pris dans l'estuaire, mais chacun dans sa province, il y a vraiment de l'engouement et nous sommes finalement prêts pour accueillir la population demain. Gabon 9 provinces donne la possibilité aux Gabonais et aux autres peuples jusqu'au 16 août prochain de connaître et apprécier la beauté, le génie et l'authenticité du Gabon. Nous parlons d'une autre exposition qui, afin de mettre en avant le Made in Gabon, plusieurs artistes et entrepreneurs exposent leurs produits depuis le 4 août au stade de Nzengayong dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Le reportage est de Chimène Sandra Senghon et Lardi Nguemamba. Du défilé de mode à la création artistique, en passant par la coiffure, entre autres, les différentes facettes de la beauté gabonaise sont mises en exergue au stade Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Le concept, justement, est simplement de mettre en avant les belles œuvres du Gabon, notamment avec les artisans. Et à l'heure où l'entrepreneuriat au Gabon fait son chemin, il n'est nullement question que les entrepreneurs soient d'un côté et l'artisan de l'autre côté. Pour les exposants, c'est une plateforme pour la valorisation de leurs produits. Ce soir, nous exposons les ouvrages et les produits artisanaux. Dans la partie ouvrages, nous exposons la promotion de la culture gabonaise à travers les langues. Et les magazines de mots mêlés et mots croisés en langue du Gabon. Et les ouvrages comptés de 1 à 10 dans les langues du Gabon. Et les mammifères, marins et terrestres du Gabon. Vous avez les recettes de chez nous. Dans chaque province, il y a des mets qu'on vous présente et les aliments également. Ici, vous avez aussi des prénoms de chez nous. Dans chaque province, il y a des prénoms. Une initiative appréciée par certains Librevilleois. L'initiative, elle est vraiment à féliciter parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une association de plusieurs artistes gabonais. Déjà, il faut préciser qu'ils sont tous gabonais, des jeunes gabonais entrepreneurs qui font des merveilles. C'est surtout ça qu'il faut dire. Cette exposition, qui a démarré vendredi, prendra fin ce dimanche avec un concert exclusivement culturel.
Et puis, selon le calendrier annuel du rite initiatique Mungamefan, pratiqué au temple céleste Asigele et Ningzam, situé toujours dans le 6e arrondissement de Libreville, la harpe sacrée a été célébrée samedi pour marquer la clôture des activités. Chimène Sandra Sengon, Bertin Osaga, Lardi Ngemamba. Après une année de travail, dans le rite initiatique Mungamefan, la harpe sacrée est célébrée au cours d'une fête, Selon Pao. Au quartier Ondogo, dans le 6e arrondissement de Libreville, le temple céleste Asigele Ningzam a bouclé ses activités annuelles ce 5 août. Le Pao, c'est la fête annuelle des harpes. La harpe sacrée ayant travaillé tout au long de l'année, on prend la décision de faire le Pao. Faire un sacrifice, donner à manger à tout le monde, laver tout le monde gratuitement. Dans le but de valoriser la cohésion culturelle, certains adeptes d'autorite ont pris part à cette cérémonie. Les traditions africaines que j'aime bien et dont je défends les valeurs prônent aussi bien des valeurs que prônent les religions conventionnelles telles que l'amour, la compassion, la patience, la tolérance. Donc, si dans les rites traditionnels, il y a encore l'aspect folklorique, dans les régions conventionnelles, même si cela n'existe pas là-bas, le plus important, ce sont les valeurs que toutes ces croyances-là défendent. Et puis, pour un véritable chercheur de Dieu, la différence ne résiste pas là, puisque la diversité, c'est l'unité. Dieu est hyper intelligent. C'est l'intelligent des intelligences. Il sait pourquoi il a créé une diversité de croyances. Toutes ces croyances convergent vers lui. Pour Ondobita, le bois sacré, encore appelé l'iboga, est une source de vie et non de malheur. Je ne sais pas pourquoi on néglige les bogas. Les bogas n'est pas contre Dieu. Les bogas, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a inventé les bogas. Bénédiction, purification et onction. Le calendrier annuel du rite initiatique Mungamefan prend fin ce samedi autour du feu, lors du ngosé. Quittons le Gabon pour le Kenya, Madame Monsieur, où l'ex-premier ministre et opposant kényan Raila Odinga, candidat à la présidentielle pour la 4e fois, tient son dernier meeting de campagne. Le récit ici est de Larissa Amatsumo. Souvent défait, mais toujours incontournable, l'opposant Raila Odinga, vétéran de la politique kenyane à 72 ans, tente sa chance mardi pour la 4e et très probablement dernière fois à l'élection présidentielle. Sa défaite au premier tour en 2013 face à Uhuru Kenyatta devait déjà sonner la fin de sa carrière politique après 2 premiers échecs en 1997 et 2007. Mais Odinga, qui reste le leader le plus charismatique et le plus populaire de l'opposition kenyane, a réussi à convaincre son camp qu'il était cette fois encore le mieux placé pour le faire gagner. Vous nous avez montré que vous êtes prêts pour le changement. Je souhaiterais remercier les jeunes Kenyans qui ont mené la révolution. C'est la révolution des jeunes pour changer notre pays et le changement viendra le 8, mardi de la semaine prochaine. Je vais prendre le balai anticorruption de Magufuli et l'utiliser pour supprimer la corruption ici au Kenya. Et tous les corrompus seront renvoyés chez eux. Alors qu'il était très loin dans les sondages encore en début d'année, Raila Odinga est presque revenu à la hauteur du président sortant Uhuru Kenyatta après sa désignation en avril pour porter le flambeau de l'opposition. Si bien que le scrutin s'annonce les plus serrés, Raila Odinga, qui estime que la victoire lui avait été volée en 2007 et a contesté celle de Kenyatta en 2013, espère que le destin sera cette fois-ci en sa faveur après avoir mis tout au long de la campagne en garde contre le risque de trucage. Cette élection voit s'écrire un nouveau chapitre de la longue rivalité politique entre les Odinga et Kenyatta, une folle compétition dynastique qui rend tout le monde irrationnel selon un analyste politique au Kenya. Au Kenya, nous y restons depuis plusieurs jours. Les stations de bus longue distance sont bondées dès les premières heures de la matinée. Devant l'incertitude des élections générales de mardi, de nombreux Kenyans ont choisi de ne rien laisser au hasard et partent se réfugier dans leur région natale de peur de violence dans la capitale, Mirandangé.
Supermarché pris d'assaut par des clients soucieux de faire des stocks. Station de bus longue distance bondée dès les premières heures de la matinée. Devant l'incertitude des élections générales de mardi, de nombreux Kenyans ont choisi de ne rien laisser à la chance. Je vais voter à Kisumu et je voterai dès 6 heures du matin et je me permets de me demander où les gens courent au lieu de voter où ils ont été inscrits pour voter. La hantise de troubles accompagne chaque élection au Kenya, mais le duel serré entre le président sortant Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition Raila Odinga a exacerbé les craintes de violence électorale. Et l'annonce du déploiement de quelques 180 000 membres de forces de sécurité pour s'assurer que le vote se déroule en paix n'est pas forcément de nature à rassurer tout le monde. Ceux qui sont inscrits comme électeurs à Nairobi, il n'y a pas besoin de leur donner une place dans les autobus. Car s'ils voyagent, ils ne voteront pas. Et nous devons voter pour choisir les bons dirigeants pour nous. S'ils voyagent et ne votent pas, c'est sûr que la personne que nous ne voulons pas voir gagner finira par gagner. Ces élections ont lieu 10 ans après les violences politico-ethniques de 2007 à 2008, les pires depuis l'indépendance en 1963, qui avait fait au moins 1100 morts et plus de 600 000 déplacés. Pour être complet sur le Kenya et quelques jours avant les élections, le leader de l'Alliance nationale Uhuru Kenyatta a assisté à un culte ce dimanche qui ressemblait plus à un meeting mais en impliquant les fidèles d'une église. Regardez. Uhuru Kenyatta, candidat à un second mandat au Kenya, qui espère être réélu mardi pour un second mandat de 5 ans, a assisté et participé ce dimanche à une messe aux allures de meeting de campagne. Les fidèles de cette église qui ont assisté nombreux à ce culte n'expriment qu'un seul souhait. On espère qu'il y aura la paix et on est vraiment sûr que notre président sera de retour. Dieu est de notre côté et on aura des élections très pacifiques. Nous voulons que tous les Kenyans, quelle que soit la décision qu'ils prennent, ils doivent toujours rester ensemble et que Dieu les bénisse tous. Le Kenya sera là et ça dépend de nous les Kenyans de nous assurer que la paix soit maintenue à travers tout le pays. J'espère que ça sera pacifique et que tout le monde va s'aimer les uns les autres. Et après les élections, comme le président l'a dit, nous devrions être en paix et continuer la paix. Tout le monde devrait passer une bonne journée d'élection. Le vote au Kenya se joue sur plusieurs sentiments d'appartenance ethnique que sur des programmes. Uhuru Kenyatta, un Kikuyu, et Raila Odinga, un Luo. On met sur pied de puissantes alliances électorales. Pour les sondeurs, la présidentielle se jouera sur les capacités des deux camps à mobiliser leurs sympathisants. Le tout sur la surveillance des missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. Direction la Tunisie, sous un soleil de plomb, de jeunes Tunisiens tentent de convaincre les passants de s'inscrire sur les listes électorales en prévision des municipales de décembre. Mais canicule et désenchantement leur compliquent la tâche. Le récit de Gaël Mapessi. Amira Kamassi travaille comme agent de sensibilisation pour l'instance supérieure indépendante pour les élections. Depuis le début de la campagne d'inscription, elle parcourt les rues, visite les lycées et arpente les centres commerciaux. Mais selon elle, très peu de gens viennent s'inscrire tout seuls. Je constate que les partis politiques et la société civile ne sont pas plutôt engagés comme c'était le cas durant 2011 et 2014. Prévu pour le 17 décembre, 6 ans, jour pour jour après l'immolation du jeune vendeur ambulant Mohamed Bouazizi, point de départ de la révolution tunisienne, le scrutin est censé ancrer le processus démocratique à l'échelle locale. Il pourrait aussi permettre d'améliorer un quotidien dont la dégradation depuis 2011 irrite les Tunisiens. Ça ne démarre pas trop bien parce que les Tunisiens ne croient plus aux politicards, aux partis et même le mouvement civil. Là, on n'y croit plus parce qu'il n'y a plus rien. Ça parle et n'en veut pas rien. Face à ce contexte difficile, l'instance diffère tout son possible pour encourager les inscriptions. Potes télé et radio, campagne d'affichage, bureaux à la poste ou dans les hypermarchés et stands ambulants. Mais les partis politiques et la société civile ne sont pas engagés comme c'était le cas en 2011 et en 2014.
Cap sur l'Allemagne, l'Eldorado pour les jeunes d'une Europe en crise. Le pays d'Hitler est perçu justement comme un Eldorado pour ces jeunes alors que l'Europe est en crise. On parle de meilleurs salaires, plus d'opportunités d'emploi. Comme Alberto par exemple, espagnol de 26 ans, les jeunes d'Europe du Sud sont nombreux à tenter leur chance en Allemagne, mais avec parfois la déception au bout. Reportage. Si José, 31 ans, porte aussi bien la culotte de peau et joue à la perfection de la trompette, c'est parce qu'il est bavarois d'adoption. Cet Espagnol de 31 ans est apprenti électricien dans une petite entreprise à la frontière autrichienne et a dû se mettre à travailler en allemand. Peut-être que certains de mes collègues manquent parfois un peu de patience, mais bon, je peux comprendre. José a quitté Albacete au sud de l'Espagne sur les conseils de son agence pour l'emploi dans l'espoir de se former et de trouver du travail en Allemagne. Entre 2010 et 2015, près de 40 000 de ses compatriotes ont fait de même, tout comme de jeunes Grecs, Italiens ou Portugais effrayés par les énormes taux de chômage dans leur pays. José, lui, ne regrette pas son choix. Il n'y a pas de futur en Espagne. Moi, je recommande aux jeunes de suivre une formation ici. C'est une très bonne chose. En 2013, Berlin et Madrid ont signé un accord réservant chaque année 5000 places de formation ou de postes stables aux jeunes Espagnols. À 26 ans, Alberto, originaire de Valence, en a pleinement profité. Diplôme d'informatique en poche et après une année Erasmus à Prague, il est venu s'installer à Berlin. Il travaille désormais dans une start-up. Je savais qu'à Berlin, il y avait plein d'opportunités, que ce soit dans les technologies de l'information ou dans d'autres domaines. Et en plus, ce sont des jobs où on peut parler anglais. Alberto et José souhaitent rester encore quelques années en Allemagne. Mais avec une croissance espagnole qui dépasse les 3% depuis 2 ans, de plus en plus d'expatriés décident de rentrer chez eux. Les Japonais ont commémoré le premier bombardement atomique de l'histoire qui a frappé il y a 72 ans Hiroshima. Le 6 août 1945 à 8h15 heure locale, un bombardier américain baptisé Enola Gay larguait sur Hiroshima la bombe atomique Little Boy. Le rappel des faits avec Yves Harvel. Le Japon a commémoré dimanche le premier bombardement atomique de l'histoire qui a frappé il y a 72 ans Hiroshima, ville du sud du Japon. Le 6 août 1945 à 8h15 heure locale, un bombardier B-29 américain baptisé Enola Gay larguait sur cette cité la bombe atomique Little Boy. 3 jours plus tard, une autre bombe atomique Fat Man frappait Nagasaki, conduisant à la reddition japonaise le 15 août et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au moment de cet anniversaire, les traditionnelles contradictions japonaises au sujet des armes nucléaires refont leur apparition. Il y a un mois, le Japon avait rejoint les rangs des puissances nucléaires, comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, pour bouder un traité interdisant les armes atomiques adopté par l'ONU. Le Premier ministre Shinzo Abe, qui s'exprimait au parc de mémorial de la paix de Hiroshima, a déclaré que le Japon espérait militer pour un monde sans armes nucléaires d'une manière qui conviendrait à tous les pays du monde. Le Japon a critiqué le traité de l'ONU interdisant les armes atomiques en jugeant qu'il aggravait le fossé entre les pays dépourvus de l'arme nucléaire et ceux qui en sont dotés. D'une puissance équivalente à près de 16 kilotonnes de TNT, la bombe de Hiroshima a causé une déflagration faisant monter la température du sol à 4000 degrés. Little Boy a provoqué le jour même et dans les semaines suivantes le décès de 140 000 personnes. À Nagasaki, 74 000 personnes ont été tuées. Bon nombre de Japonais considèrent ces attaques visant des civils comme des crimes de guerre, mais bon nombre d'Américains estiment qu'elles ont permis d'anticiper la fin de la guerre et ainsi de sauver des vies. Barack Obama s'était rendu à Hiroshima en mai 2016, la première visite d'un président américain en exercice. Du sport à présent et du beau sport, Madame, Monsieur, une légende de la piste avec l'aura d'une rockstar. Usain Bolt restera dans les annales comme un champion hors norme ayant révolutionné le sprint et l'athlétisme bien qu'ayant cédé sa place à Justin Gatlin pour ses adieux manqués. Yves Harvel.
Coup de tonnerre sur Londres, la superstar du sprint Usain Bolt a raté ses adieux avec le 100 mètres en étant privé d'un ultime titre mondial par le mal aimé Justin Gatlin, revenu de suspension de 4 ans pour dopage et sacré sous les colibés du public. Le Jamaïcain de 30 ans jouait sa réputation, celle d'un athlète hors du commun ayant marqué l'histoire de ce sport. Il savait qu'un revers pour sa dernière apparition sur la ligne droite aurait forcément fait tâche. Le coup de grâce est arrivé par la faute de Gatlin, que personne souhaitait secrètement voir revenir au sommet. Non, c'est fini. Vous le savez, mon corps me dit qu'il est temps d'arrêter. Là, j'ai mal aux jambes. C'est la première fois que j'ai mal aux jambes après une course. Donc, c'est l'heure de partir. Le monde de l'athlétisme aurait voulu un autre passage de témoin au moment où sa plus grande vedette, au CV propre et sans le moindre soupçon, a décidé de raccrocher les pointes. Le Constrat était d'ailleurs saisi entre le bain de foule auquel a eu droit Usain Bolt et la sortie presque en catimini et sous les sifflets de Gatlin, qui a mis fin à une invincibilité de 9 ans du Jamaïcain en grande compétition. Si l'on regarde ce qu'il a fait alors que je n'étais pas dans le sport en 2008, il m'a inspiré et je suis un fan du Sen. Le regarder, voir ce qu'il a fait et blaguer avec lui hors de la piste et à l'échauffement, c'est ça. Il m'a juste dit de rester en forme, et d'être cool, relax, que c'est la clé de la longévité. Auteur d'un départ médiocre, l'octuple champion olympique n'a jamais vraiment maîtrisé la course et son retour a été trop tardif pour empêcher Gatlin de l'emporter de peu. L'homme le plus rapide du monde, 9 secondes 58 sur 100 mètres, craignait pour sa mise en action après avoir pesté contre les starting blocks, pas assez ferme à son goût. La veille, à l'issue des séries, il n'a pas eu à trouver d'excuses pour cet échec cruel, mais finalement logique au vu de sa forme. À présent, c'est Neymar. Le Parc des Princes célèbre sa star. Je suis venu ici pour un grand défi. Paris est magique, a lancé Neymar au Parc des Princes lors de sa présentation dans sa nouvelle enceinte 2 jours après l'officialisation de son transfert au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros. Ne l'oubliez pas. Le récit est de Gaël Mapessi. Le président du Paris Saint-Germain aux Anges avait lui aussi été acclamé par la foule juste avant le Brésilien, sur un podium aux couleurs rouge et bleu du club parisien avec l'inscription « Bem-vindo, Neymar Junior », bienvenue en portugais. Puis, il a lancé le traditionnel complété d'un rugissant de la part des supporters, comme s'il avait besoin de se faire adopter malgré son statut de potentiel ballon d'or. À la manière des présentations en grande pompe des plus grands clubs espagnols, le Brésilien a ensuite fait un tour du stade pour saluer chaque tribune de son nouveau jardin, envoyant d'un coup de patte des dizaines de ballons aux supporters conquis. Une présentation moins glamour que celle de Zlatan Ibrahimovic en 2012 au Trocadéro, mais en définitive plus authentique. Le collectif Ultra Paris, déjà très bruyant vendredi aux abords du Parc des Princes et qui avait promis de s'exploser la voix, a tenu son serment du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Pour le grand bonheur du Brésilien, immédiatement séduit par la culture musicale du groupe de supporters qui avait fait honneur à la longue tradition brésilienne du club parisien. Neymar, Neymar ont-ils chanté sur un air brésilien connu. Le refrain « Brasil, Brasil » du standard Aquarela do Brasil. Séduit par la ferveur incandescente de la centaine de supporters, Neymar est resté de longues minutes devant eux avant de continuer son tour du stade et de revenir finalement de nouveau devant eux pour leur lancer son maillot. Le rappel des titres à présent, nous l'avons vu, il reste juste quelques heures avant le démarrage de la première édition de Gabon 9 provinces. C'est demain, lundi 7 août, que cette grande manifestation culturelle débute. Un programme alléchant qui vaut l'invite. Depuis quelques jours, les stations de bus longue distance sont bondées dès les premières heures de la matinée. Nous étions là au Kenya et pour cause, les habitants redoutent des violences dans le pays lors des élections générales qui débuteront mardi. Usain Bolt, c'est sûr, est inscrit désormais dans les annales comme un champion hors norme ayant révolutionné le sprint et l'athlétisme, bien qu'ayant cédé hier sa place de médaillé d'or à Justin Gatlin pour ses adieux à ce grand sport. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement.